Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes à la deuxième conférence ou à la première conférence après la conférence inaugurale prononcée par Djibril Ouattara, directeur général de MTN, sur le thème Entreprise et Covid, impact de la crise, retour d'expérience et recommandations. Et donc ici, nous démarrons la conférence sur le thème du télétravail. Nous allons peut-être pour démarrer dire avec qui nous allons partager ces différentes informations, ces expériences. Donc, je reçois cinq experts provenant de trois pays. De trois pays. Donc, je vais vous présenter, et je pense qu'on va commencer par la première, Sandrine. Bonjour Sandrine. Et voilà, Sandrine Lévy-Amont. Bonjour à tous. Voilà, Sandrine est psychologue clinicienne. Voilà, elle travaille au sein du cabinet Stimulus. Stimulus qui est leader mondial en matière de santé psychologique au travail. Donc, voilà, elle est également spécialiste des RH, de la qualité. Voilà. Donc, tout à l'heure, si elle souhaite ajouter d'autres éléments à sa présentation, elle pourra le faire. Donc, merci, sois la bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Donc, on reçoit également Abdoul Alpha Dia. Donc, Sandrine est de France, c'est depuis la France que tu nous rejoins. Abdoul Alpha Dia, bonjour à toi, cher frère. Bonjour Arthur. Voilà, donc Abdoul, il nous vient du Sénégal, il est secrétaire général de l'Association des professionnels des ressources humaines du Sénégal. Il est consultant RH en organisation également. Il a une expérience de plus de 20 ans dans les environnements multiculturels. Voilà, donc merci beaucoup de nous rejoindre sur cette conférence. Nous avons également avec nous Wenceslas Wedje. Bonjour. Bonjour Wenceslas. Oui, bonjour. Voilà, tu es directeur des ressources humaines à la nouvelle pharmacie de la santé publique. Oui. Voilà, donc tu es diplômé de l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée. Et voilà, et donc tu es également chef projet RSE à la nouvelle pharmacie de la santé publique. Et enfin, il nous vient de la... Donc, Wenceslas nous vient de la Côte d'Ivoire et une deuxième personne qui nous vient de la Côte d'Ivoire, c'est Souleymane Soro. Bonjour, chef frère. Bonjour Arthur, bonjour à tous. Voilà, tu es directeur des ressources humaines de CEMOI, CEMOI qui est chocolatier. Et donc, voilà, tu es titulaire d'un diplôme en MDE Business School et pas mal d'expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Voilà. Donc, c'est avec vous que nous allons ce matin aborder la thématique suivante, télétravail, leçon d'une crise sanitaire pour mieux travailler à distance. Voilà. Donc, pendant cette crise sanitaire qu'a connue l'Afrique et le monde, il a été beaucoup question de télétravail. Beaucoup d'entreprises, bon gré mal gré, ont été amenées à travailler en télétravail. Aujourd'hui, nous souhaiterions nous arrêter pour faire le point de cette pratique. Est-ce qu'elle a été finalement la solution qu'il fallait? Est-ce qu'elle a été au service d'une meilleure qualité de vie au travail? Est-ce qu'elle a favorisé la performance des entreprises? Donc, en un mot, quelles leçons nous pouvons tirer de la pratique du télétravail au cœur de cette crise sanitaire? Donc, vous aurez chacun de vous 10 minutes d'intervention, maxi. 10 minutes d'intervention pour partager vos idées. Et après un tour de table, on donnera également la parole à nos participants pour des questions. Cela vous convient? Parfait. Voilà, donc je rappelle que nous avons normalement 1h30. Nous sommes supposés terminer à 11h00 GMT, donc 13h de Paris. Et donc, qui souhaite démarrer? Je veux bien démarrer, mais... Ladies first. Honneur aux dames. Honneur aux dames.
À l'unanimité, on a décidé. Ouais. Merci. Merci, messieurs. Quelques mots peut-être pour compléter ta présentation, Arthur, Oui. pour vous donner aussi mon angle de réflexion. Je suis dans un cabinet de conseil en accompagnement humain, santé psychologique au travail, qualité de vie au travail, dans lequel, en fait, dans nos interventions, on accompagne les entreprises, aussi bien pour faire des états des lieux, des diagnostics, aussi bien pour former l'ensemble des collaborateurs, que ce soit managers, enfin, tous les acteurs de l'entreprise, principalement à ce qu'on appelle des soft skills, en tout cas des compétences managériales, relationnelles, émotionnelles, mais aussi pour les aider à piloter le travail, à travailler la cohésion d'équipe. Je vous prends des exemples pas anodins, en fait, dans le contexte du télétravail. Donc, c'est vrai que pendant la crise, on a eu un petit peu cette position privilégiée de pouvoir répondre à leurs demandes, d'être aidant, d'inventer avec eux, en fait, des sujets, des contenus pour aider tous les travailleurs, en fait, quelle que soit leur position. Et puis, on a une activité qui est soutien psychologique et du coaching. Donc là, individuellement, on a été en soutien pendant cette crise en télétravail. Donc, tu parles de partager les idées. Moi, je vais partager du coup l'expérience, en fait, ce que j'ai pu observer, les sujets sur lesquels on a été sollicité pendant cette crise. Et puis peut-être, moi, la philosophie, en fait, qu'on s'est un petit peu construite au cours de ces quelques mois qui étaient assez intensifs pour tout le monde. Sachant qu'il y a de la recherche sur le télétravail, mais aujourd'hui, ce qu'elle nous apporte, je ne dis pas que c'est dépassé, mais on doit refaire un bilan, et cette conférence permet du coup peut-être d'apporter notre petite pierre à l'édifice tous ensemble. OK. OK. Je partage mon chronomètre pour rester dans le timing. N'hésite pas à m'arrêter, bien entendu. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon, on voit. C'est bon? C'est bon. Alors, tu m'as offert la possibilité de… J'ai structuré mon retour d'expérience en fait en 4 points. Il y avait un sujet autour de la conciliation vie pro, vie perso et donc du vécu. Donc là, on repart un petit peu quelques mois en arrière sur le vécu en fait du télétravail. Il y a un point qui me semble extrêmement important à garder en tête et fondamental à tenir compte dans toutes nos appréciations, c'est que ce télétravail qui a été extrêmement massif, je mets mon chronomètre en route, je vous le fais en direct, excusez-moi. Hop. Voilà, pour surveiller. Il y a un point qui me paraît fondamental pour apprécier et ne pas faire de généralité, c'est la diversité des situations. Tout le monde s'est retrouvé de manière massive en fait en télétravail et la diversité des situations, elle est très fonction malgré tout de la situation personnelle. Donc on a des gens qui étaient seuls, qui se sont retrouvés dans l'isolement, on a des personnes qui ont dû gérer leur famille et qui se sont retrouvées dans une forte proximité avec un cumul de tâches qui était très compliqué. Donc là, le télétravail, c'est géré de manière différente, sans porter d'évaluation. Certains se sont engouffrés dans le travail. Tout est lié aussi au rapport qu'on a initialement au travail, mais engouffré au travail avec une limite d'épuisement professionnel. D'autres ont essayé de gérer, mais ont cumulé tellement de tâches avec une famille, la maison à gérer, on va dire l'école à la maison, donc pareil, ont pu se retrouver dans un épuisement général par rapport à une situation personnelle. Il y a un point qui était extrêmement important dans le vécu du télétravail de cette crise, c'est la sphère relationnelle. Est-ce qu'elle est présente ou absente? Parfois, il y a eu trop forte proximité, une espèce d'oppression, parce qu'il fallait gérer tout le monde et tout. Pour d'autres, ça a été un isolement qui a été très coûteux, en fait. Je pense que c'est important, du coup, d'avoir bien en tête cette diversité des situations et de ne pas faire de généralité. C'est très difficile de faire des généralités en entreprise et les vécus ont été différents. Donc, il y a eu beaucoup dans ce qu'on appelle… Il y a un mot qu'il faut aussi bannir, reprise, parce qu'en fait, le travail ne s'est pas arrêté. Mais en tout cas, retour en présentiel ou avec des modalités hybrides, il y a eu un besoin d'écoute de ces différentes situations. Le télétravail, il ne faut pas oublier que pendant cette crise de télétravail, il a été massif. Donc, certains étaient habitués au télétravail de 1 jour par semaine, 2 jours par semaine. Là, ça a été extrêmement brutal. Et on a sollicité des capacités d'adaptation pour vivre en fait ces ruptures. Heureusement, ces ruptures, elles sont de l'ordre de la crise
et on ne les vit pas toujours. Mais n'oubliez pas, en termes de santé psychologique au travail et de qualité de vie au travail, la rupture nécessite beaucoup d'adaptabilité. Et ça peut être difficile pour certains. Et puis, comme je le disais, l'exigence d'adaptabilité et de risque de surcharge et d'épuisement. Donc, en conclusion, on a eu des situations pour certains qui ont été extrêmement difficiles, avec aussi émotionnellement un sujet d'angoisse, d'appréhension, de surcharge mentale, qui a été exacerbée par cette situation. N'oublions pas malgré tout que pour certains, ça a été une opportunité de ralentir par rapport au temps, de prise de recul, de questionnement par rapport à son travail, de recentrage, de rééquilibrage de vie. Donc, on a certains qui vont vous dire que ça a été extrêmement difficile, donc ils vont vous dire que finalement, c'était quand même une aparté. Par rapport au travail, les enseignements, les mesures qui ont permis de tenir en fait dans le travail, ça a été l'accompagnement de l'entreprise. L'accompagnement de l'entreprise, bien entendu, il y a eu des moments de panique, mais à partir du moment où elle a réussi à donner un cap, ça a été extrêmement important de ne pas laisser les collaborateurs sans message, sans cap. L'accompagnement des managers a été essentiel. Ça a été vraiment un élément clé pour tenir. N'oublions pas qu'il fallait tenir dans la durée. Il y a le mois de mars, avril, juin, juillet, et nous y sommes encore. Ce qui a permis de tenir et ce qui a permis un vécu différent, c'est l'expérience pour certains déjà de télétravail, qui donc était facilitante. Et puis, c'est aussi les compétences d'adaptabilité et sa capacité à maintenir le lien, en fait, à distance et la collaboration à distance. Ça, c'était des éléments clés. Alors, bien sûr, les managers avaient un rôle important, mais le maintien du lien a été un élément clé pour bien vivre, en fait, le télétravail. Ensuite, il y a des choses qui sont plus de l'ordre personnel, où, bien entendu, les entreprises ont favorisé, ont essayé de faire passer des messages dans l'importance de garder un moment des frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et des moments de déconnexion. On a pu assister à des personnes qui se sont engouffrées dans le travail, qui ont été en position de sauveur, qui ont fait le maximum, mais qui n'ont pas toujours maintenu du coup des frontières. Donc, il y avait un risque de de partir en épuisement. Donc, il y a la notion de coupure et de réapprendre à gérer son énergie, en fait, pour être comme des marathoniens. Donc, en fait, moi, je prenais beaucoup ce parallèle, c'est mettez-vous dans une logique de marathonien. Votre énergie, il faut la gérer, il faut faire des coupures, il faut se ressourcer. Et c'était compliqué de se ressourcer dans le télétravail massif, c'est-à-dire à 100%. L'activité physique n'était pas simple, notre sommeil était perturbé, la concentration était perturbée, l'attention était perturbée. Et puis, il fallait beaucoup de respect des uns et des autres pour que les déconnexions puissent se faire. Et enfin, les écrans nous ont permis en fait de tenir, de garder le lien. Malgré tout, ça a été parfois un piège parce qu'on ne lâchait pas. Parce que ça demande beaucoup d'attention, les neurosciences nous l'apprennent, beaucoup d'attention et de concentration et de fatigue en fait mentale. Donc, il y avait un vrai sujet de charge mentale. Voilà ce qui a permis de tenir. Qu'est-ce que j'ai envie de vous transmettre comme enseignement? L'enseignement, ce qu'on entend partout, même pour les plus réfractaires, c'est qu'aujourd'hui, le télétravail, c'est possible, on a eu la preuve. On a eu des preuves qui se sont démultipliées. Il y a un point qui est essentiel aussi, c'est que là, on a deux DRH avec des secteurs d'activité différents. C'est possible, mais avec des adaptations très fortes selon les métiers. Et ça, c'est vraiment, je pense, un point clé pour l'avenir, de se dire que ça va être maintenu en fonction de la crise sanitaire, bien sûr, mais il y a eu quand même un vrai changement. L'adaptation selon les métiers, elle va se faire en se recentrant sur la nature du travail, sur la nature des fonctions. Et les entreprises, les DRH vont donner des directives, des principes, mais un point clé, en fait, de ce que je retiens, c'est qu'il faudra qu'entre les mains du manager, il y ait suffisamment d'autonomie, d'investissement pour pouvoir moduler le télétravail en fonction des métiers. Donc, ce qui est très positif, je pense, c'est que nous allons nous recentrer sur le travail, sur la nature du travail, pour moduler ces modalités de travail. Dans le point clé par rapport au management, je parle en fait de la relation managériale
et du pilotage du travail. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas anodin. L'aspect relationnel a été très fort pour être en écoute à distance, qui est plus compliqué en fait, pour être proche, pour capter les signaux en fait un petit peu faibles des collaborateurs qui vont plus ou moins bien. Travailler la relation à différents degrés. Avec quelqu'un, on va être très en guidance, avec d'autres, on va être très mentor. Ça, c'est vraiment important. Donc, on a vraiment une ouverture pour redéfinir le rôle du manager. Le troisième point que j'aimerais évoquer, c'est que ce que nous enseigne, en tout cas dans les partages qu'on a eu avec les entreprises, c'est que le collectif n'est pas naturel parce qu'il y a une difficulté à revenir en fait en présentiel. Beaucoup vont vous dire, mais en fait, je suis très bien, je travaille très bien, c'est plus calme, ça me facilite, c'est plus confortable, j'ai une meilleure qualité de vie. Et je me passe en fait du collectif. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir dans certains cas. Encore une fois, n'oublions pas, il faut moduler. Certains sont revenus très vite. Mais toutes les DRH avec qui je suis en contact, c'est beaucoup, et direction nous disent il faut faire revenir les gens au travail. Et le collectif, en fait, a pu se dégrader. Et la cohésion, la solidarité ne sont pas toujours naturelles. Il faut les activer. Voilà, je pense que c'est un point qui est vraiment essentiel. Et c'est ce qu'il faut travailler aujourd'hui, en fait, pour faire revenir les collaborateurs. En termes de modalités de travail, d'organisation du travail, il y a un point de vigilance, un enseignement qu'on a pu voir, c'est que les premiers qui sont revenus au travail ou ceux qui sont restés de manière partielle, c'est les fonctions qui exigeaient un travail en mode projet. Et j'ai eu quelques échanges avec des entreprises, en particulier dans l'industrie, dans l'agroalimentaire. Quand le mode projet était très bien calibré, fonctionnait très bien, la transversalité fonctionnait très bien, ça a pu tenir. Mais on sait à quel point c'est des points difficiles dans l'organisation du travail, le mode projet. Donc, c'est un point de vigilance à avoir. Le mode projet doit être extrêmement rodé pour pouvoir être réalisable, en fait, en télétravail, de ce qu'on a pu observer. En conclusion, dans les nouvelles manières de travailler, j'ai sélectionné 3 points qui me paraissent importants sur ce qu'il faut absolument avoir je dirais en ligne de conduite, en fil rouge dans tout ce qui va être travaillé pour travailler en fait cette nouvelle manière de travailler. On ne reviendra pas du 100% présentiel. Moi, j'aime bien parler de travail hybride pour ne pas focuser sur le terme télétravail. Le travail hybride, c'est en distanciel et en présentiel. Hein. Je pense qu'il est là, on est à l'heure où il est important de parler, d'avoir des prises de conscience ou d'enrichir ces prises de conscience sur la complémentarité du travail individuel et collectif. C'est l'opportunité en fait, d'avoir une meilleure compréhension de comment on travaille individuellement. On a besoin de réflexion, on a besoin de calme, d'être avec soi-même parfois, mais de bien faire coexister le travail collectif et de penser à la performance globale en fait. Certains collaborateurs vont vous dire mais je travaille très bien seul et je n'ai pas besoin de revenir. Et en fait, on en a oublié la performance globale qui englobe la créativité. En fait, on est souvent créatif à plusieurs. Donc, travailler cette complémentarité, cette coexistence, ça va te permettre d'avoir une meilleure place, de donner une meilleure place au collectif et une meilleure place, en fait, peut-être au travail individuel où on peut être très efficace. C'est vrai. L'autre point qui est important, c'est le recentrage, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le métier. La place du management avec le pilotage du travail, la création de liens et avec le travail sur la cohésion dans la création de liens, il y a vraiment un point essentiel, c'est le travail sur la cohésion. On a l'habitude, nous, souvent de dire que la cohésion n'est pas acquise, la cohésion d'équipe, la solidarité, la coopération. C'est quelque chose qu'il faut constamment travailler. Là, on a pu le voir en fait en période de Covid, que c'est un travail en fait de tous les jours. Voilà, je ne voudrais pas prendre plus de temps, je crois que j'ai tenu à peu près mes 10 minutes. Arthur, je vais du coup passer la main. C'est ça. Prendre les questions. Donc, je te propose… et de sortir et de couper mon partage d'écran. C'est ça, que les questions se fassent après que vous tous vous soyez intervenus. En tout cas, merci beaucoup à toi, Sandrine. Je retiens avec toi travail hybride. Je retiens qu'il faut avoir une meilleure compréhension de comment on travaille. Je retiens également qu'il faut viser le travail collectif pour la performance globale. Oui, équilibrer les deux. Équilibrer les deux. Merci beaucoup. Abdoul, est-ce qu'on pourrait
Sandrine, est-ce que tu peux arrêter ton partage? Oui, excuse-moi, j'y suis. Arrêtez, tout simplement. C'est bon, ok. Merci beaucoup. Abdul, est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux continuer? Oui, Voilà, est-ce que oui, tu peux prendre la main? très bien. Merci beaucoup, Arthur. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir invité à cette conférence-là. Donc, il est 10h05, j'ai 10 minutes pour faire ma présentation. Et je trouve qu'elle s'intercale très bien dans la présentation de Sandrine, qui a parlé effectivement d'organisation hybride. Et moi, je pense qu'il va y avoir une complémentarité parce que ce que je souhaite présenter, c'est effectivement comment aller vers une organisation hybride. Et je vais sans tarder partager mon écran. Okay. Et nous allons pouvoir démarrer ça. Alors. Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon, impeccable. Très bien. Donc, voilà un peu la présentation que je voulais faire, qui se présente comme ça. L'idée, c'est le titre, c'est comment passer du télétravail forcé au télétravail voulu, une approche méthodologique pour mettre en place une organisation hybride. Sandrine parlait tantôt d'organisation hybride qui va alterner du présentiel et du distanciel. L'idée dans cette présentation, c'est de voir comment mettre cela en musique dans notre contexte africain, qui est quand même un contexte inédit. Indiquer dans une deuxième partie les enjeux, c'est-à-dire comment aujourd'hui ce que nous avons subi du fait de la crise qui nous a surpris tous et que nous avons dû plonger par force dans cette forme de télétravail que j'ai appelé télétravail forcé, comment maintenant le transformer en télétravail voulu, c'est-à-dire souhaité, organisé, prémédité et non pas improvisé. Alors, je vais proposer 6 axes stratégiques dont il me semble important de développer lorsqu'on veut mettre en place ces organisations hybrides, ainsi que les modalités de mise en œuvre si le temps me le permet. Alors, contexte, très rapidement, il y a eu, à mon avis, trois moments avant la crise du Covid, de la Covid, puisque maintenant on dit la Covid. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait déjà une forte tendance à la virtualisation des relations de travail avec la révolution numérique et la mondialisation. C'est vrai que le phénomène de travail à distance a commencé depuis un certain nombre d'années, depuis longtemps même si il a eu des accélérations différentes selon les continents, selon les pays et selon les cultures. Mais ce qui est clair, c'est que cette virtualisation des relations de travail, en ce sens où on n'a plus besoin de cette présence physique pour pouvoir travailler et apporter de la valeur ajoutée, elle a commencé depuis longtemps. Et dans ce cadre-là, il y avait une sorte de fracture numérique à plusieurs échelles. D'abord, à l'échelle géopolitique internationale, il y avait des pays qui sont en avance, des continents qui sont en avance dans le cadre du déploiement du télétravail et du travail à distance, tandis que d'autres pouvaient être plus en retard. À l'échelle des sociétés humaines, à l'échelle des entreprises. Si je prends le cas du Sénégal, on sait que le télétravail existe et c'est déjà développé dans les multinationales qui ont des filiales ici ou dans des grandes entreprises qui ont les moyens de mettre en place ce genre de structure ou dans les sociétés informatiques. Mais également à l'échelle des individus. On a commencé à parler de ce phénomène d'électronisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire en référence à l'illettrisme. On parle maintenant d'électronisme pour ces personnes qui ont quasiment un blocage psychologique pour être dans cette logique digitale et numérique. Donc, il existait des fractures, aussi bien à l'échelle mondiale jusqu'à l'échelle individuelle par rapport à ce rapport au télétravail. Et qu'est-ce qui va changer? En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y avait une sorte de peur irrationnelle par rapport à cette virtualisation au Sénégal et peut-être en grande partie en Afrique. On se disait toujours, bon, la technologie, ça peut ne pas marcher, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la crise? Pendant la crise, on
on se rend compte qu'il y a une accélération de la tendance à cette virtualisation, mais il s'agit d'un travail téléforcé. Qu'est-ce que j'appelle travail téléforcé? C'est-à-dire un télétravail où on est obligé de le faire pour que l'activité puisse continuer. On est dans l'improvisation, dans l'impréparation. Effectivement, en tout cas, pour le cas du Sénégal, on a vu des gens plonger dans le télétravail, mais sans y être préparés, sans savoir quelles sont les dispositions qu'il faut prendre. Un sentiment d'urgence, qu'on était dans l'urgence, la crise est venue assez brutalement, beaucoup de réactions émotionnelles, Sandrine en a parlé. Nous avons fait, nous, ASPRH, une enquête qui a révélé effectivement une grande souffrance psychologique, des sentiments d'isolement, des sentiments de surmenage, des sentiments de peur irrationnelle, etc. Alors, on va voir, suite à cette crise, l'apparition de 3 catégories d'entreprises. On va voir les winners, c'est-à-dire ceux qui s'en sont très bien sortis. Généralement, c'est les sociétés qui évoluent effectivement dans le numérique, qui vendent des services de télétravail, mais pas que. On a eu des sociétés qui sont également dans la livraison à domicile, notamment dans la restauration, etc. On a les neutrals, c'est-à-dire ceux pour qui ça n'a eu aucun effet. Je vous parle des résultats un peu de l'enquête qu'on a faite au niveau du Sénégal. Ceux pour qui ça n'a pas changé grand-chose du fait de la nature de leurs activités. Et puis, on a en guillemets, les losers, ceux qui ont été fortement impactés par cette crise-là. Alors, maintenant, on n'est pas après la crise, mais on peut se projeter, essayer d'envisager les perspectives. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a une prise de conscience de l'intérêt, voire même de la nécessité de revoir son rapport à la virtualisation des relations professionnelles. L'autre élément qui risque d'avoir, c'est que beaucoup d'acteurs, beaucoup de secteurs vont avoir du mal à retourner dans les pratiques d'avant le Covid, parce que de nouvelles règles vont apparaître, un nouveau contexte est en train d'apparaître et les paradigmes sont en train de changer. Alors, les enjeux par rapport à toute cette question-là, c'est comment maintenant on va transformer ce télétravail que nous avons subi, que nous n'avons pas forcément préparé, comment le transformer en télétravail voulu. Comment mettre en place une organisation qui puisse combiner les avantages du télétravail et du travail présentiel. Comment permettre à son entreprise d'anticiper et de s'adapter aux nouvelles formes de travail et d'organisation. Alors, quand je pose cet enjeu-là, mon postulat, c'est de dire que l'organisation hybride qui va combiner du télétravail et du travail présentiel va être la norme dans un futur très proche. Je pense que le télétravail n'est pas là que pour gérer la crise, mais que l'organisation normale, de la même façon que la division sexuelle du travail de Taylor a changé radicalement l'organisation en entreprise, nous postulons que le télétravail va être la norme dans un futur très proche. Donc, plutôt que de le subir, il faut réfléchir à comment l'anticiper et s'y adapter. 6 axes pour développer, à prendre en compte quand une entreprise veut évoluer vers cette organisation hybride. D'abord, la définition, la finalité claire. Pourquoi je veux transformer mon organisation dans ce sens? L'implantation, ça vise quel but? On a quelques exemples là qu'on peut citer. Par exemple, ça peut être favoriser la conciliation travail-famille, se distinguer à titre d'employeur de choix, offrir plus de flexibilité, ou alors faire un réaménagement des locaux, sachant que c'est une vraie problématique dans certaines entreprises qui ont des problèmes de place. Ça peut même être une question d'utilité publique. Si on envisage la réflexion à l'échelle globale, on peut se dire en augmentant le télétravail, on réduit la circulation, les embouteillages, etc. Donc, les politiques publiques peuvent même envisager de renforcer le télétravail pour gérer mieux la mobilité urbaine, notamment à Dakar, qui est un vrai problème. Quelle est la durée de cette politique? Est-ce que c'est de nature temporaire ou selon une longue durée? Donc ça, c'est le premier type de question qu'on va se poser. Le deuxième type de question, c'est les admissibilités et les modalités d'application. Quels sont les types de postes de travail admissibles au télétravail? Est-ce que c'est des postes administratifs? Est-ce que c'est des postes qui ont de la supervision ou un statut permanent? Doit-on inclure les modalités dans le contrat ou avoir une section entente? C'est-à-dire, aujourd'hui,
quand on va mettre en place cette politique de télétravail dans l'entreprise, est-ce qu'on l'inclut dans les contrats individuels ou bien on fait un accord d'entreprise dans lequel le télétravail sera naturellement inclus, les horaires à respecter, le processus d'approbation quand quelqu'un veut faire une demande de télétravail, etc. Troisième élément, la responsabilité envers le matériel. Qui fournit le matériel informatique? Quelles sont les responsabilités de chacun? Est-ce qu'il y a un remboursement du matériel qu'on peut acquérir quand on est en télétravail? On détermine la responsabilité en cas de dégradation du matériel, etc. Autre élément, le point 4, ce serait la santé et la sécurité au travail. Là, un exemple tout bête, je suis en télétravail chez moi et puis le mur tombe sur ma tête. Je suis en situation de travail. Est-ce que c'est un accident professionnel, mais en même temps, je suis chez moi? Voilà. Quelles sont les responsabilités de l'employeur et de l'employé en matière de santé et de sécurité? Et là, c'est un problème extrêmement complexe. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont entrées dans cette logique, mais quand un salarié est en télétravail, qu'il a un accident, qui prend en charge? C'est une question qui est importante. Quels sont les principes d'ergonomie à respecter? Je sais que certains se plaignent de certaines douleurs lombaires, de certaines douleurs parce que justement, ils n'ont pas l'habitude d'être en télétravail. Et depuis mars, ils y sont et commencent à développer des maladies professionnelles. Quelles procédures et mécanismes de déclaration en cas d'accident ou de maladie professionnelle? Bref, toutes ces questions sur la santé et la sécurité. La confidentialité des informations, capitale, parce que là, on externalise une certaine partie de l'information et toutes les entreprises n'ont pas un système informatique sécuritaire tels que des pare-feux, des logiciels, etc. Donc, quand on envoie ses collaborateurs en télétravail, il faut penser à ces éléments-là. Et les éléments d'utilisation des documents, de protection des documents. Enfin, la communication et l'encadrement. Sandrine en a parlé tout à l'heure. Comment assurer et favoriser la communication à distance? Le type d'encadrement, le suivi entre le supérieur immédiat et ses employés, entre l'organisation et les employés, entre les différents services. Vous voyez, donc c'est à plusieurs niveaux, entre l'agent et son collaborateur, entre l'entreprise et les employés qui sont à distance, entre les différents services, parce que quand on est en présentiel, il y a une communication naturelle entre les services qui peut être affectée en situation de télétravail. Quel style de management adopter? Et là, c'est une question centrale dans le style de management. Alors ça, je pense que ce qui est évident, c'est qu'on va passer du management par le contrôle que l'organisation présentielle nous permettait vers un management par la confiance, parce qu'il ne peut plus en être autrement. Le chef doit se transformer en facilitateur. Si vous avez le mental, le réflexe d'un chef pour gérer des agents à distance, vous allez souffrir. Vous allez beaucoup souffrir psychologiquement parce que vous n'avez plus la maîtrise de ces personnes. Donc, le seul type de management qui va effectivement permettre les choses de se faire, c'est le management par la confiance. Et comment le management soutient son équipe de travail à distance? C'est-à-dire aujourd'hui, comment il va accompagner ses collaborateurs pour qu'ils puissent avoir des résultats escomptés en effectuant des suivis réguliers, en maintenant une communication fréquente, en recueillant les besoins de son équipe et en développant la cohésion. Donc, voici un peu les 6 points qui me semblent très importants à développer quand on veut se lancer dans une politique, enfin, dans la mise en place d'une organisation hybride. Maintenant, rapidement, les modalités. Je vais identifier 5 étapes. La première, c'est d'abord expliquer ce que c'est le télétravail, les avantages, les risques associés, le cadre juridique, la réglementation, les lois fiscales, les chartes des droits et libertés, les lois sur l'hygiène, la santé, la sécurité au travail, les accidents et les conséquences sur le contrat de travail et les avantages sociaux. Je donne juste un exemple. L'indemnité de transport qu'on donne à un salarié qui se déplace, est-ce qu'il faut la maintenir s'il est en télétravail? Bref, c'est juste un exemple. Étape 2, une fois qu'on a bien expliqué ce qu'est le télétravail, c'est évaluer le contexte de l'entreprise, c'est-à-dire sa capacité à mettre en place l'organisation hybride. Mettre en place une équipe projet, évaluer les objectifs, extrêmement important. Si on n'a pas fixé les objectifs, on peut se perdre en chemin. Évaluer la capacité à implanter l'entreprise. Donc, quels vont être les acteurs que je vais implanter dans ma stratégie? Le climat de travail et la culture organisationnelle sont-ils adaptés à cette nouvelle forme de travail?
quels vont être les emplois qui vont être admissibles au télétravail, parce qu'il y a des emplois qui ne peuvent pas l'être. Par exemple, quand vous êtes gardien, vous ne pouvez pas faire du télétravail. Comment évaluer la capacité des employés à effectuer du télétravail? Vous pouvez identifier un poste et dire que ce poste doit être en télétravail, mais si le titulaire n'est pas en mesure de gérer ce télétravail, ça va être compliqué. Et surtout, les managers à gérer les employés au télétravail. Il y a des managers qui pourront le faire sans problème, il y a d'autres qui ne pourront pas le faire. Évaluer l'impact sur les processus et les pratiques internes. Qu'est-ce que ça change en termes de partage de l'information et les besoins en équipement et en technologie? Là également, c'est capital puisque tout repose sur la technologie. Évaluer les coûts, ça aussi c'est important. Qu'est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que je gagne quelque chose? Est-ce que je perds quelque chose? Et je fais le change. Troisième étape, l'élaboration des politiques et des procédures de télétravail. Donc, il faut indiquer un contenu. Effectivement, il y a des informations, l'objet de la politique, les responsabilités, les critères, bref, tout ce que je viens de dire et qui s'affiche. Développer des procédures connexes au télétravail. Il faut avoir des plans B, parce que supposons, moi, ma hantise, c'est qu'au Sénégal, comme je l'ai vécu en Mauritanie quand j'étais en mission, il y a eu un câble de la mer qui s'est coupé et l'Internet s'est coupé dans tout le pays pendant 3 semaines. Donc, voilà, dans des cas comme ça, le télétravail n'existe plus. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut toujours avoir des procédures, des plans de continuité d'activité, si j'ose m'exprimer ainsi, pour pouvoir prendre en compte ces cas de figure et faire de la révision de cette politique assez régulièrement. Implanter le télétravail, bon, je vais aller plus vite, démarrer un projet pilote, préparer un plan de communication. Bon, il y a certains éléments qui doivent être contenus, des recommandations. Former les gestionnaires et les employés, ça c'est capital. Et établir des mesures de soutien au télétravail. Cinquième étape, évaluer et recenser la politique et les procédures. Ça, c'est toute la procédure d'évaluation et s'assurer qu'il y a une cohérence entre la politique de télétravail et les processus tâches. Là aussi, c'est important parce qu'il ne faut pas que le salarié qui est en télétravail le sentiment qu'il rate des opportunités d'évolution parce qu'il n'est pas présent physiquement dans l'organisation. Alors, très rapidement pour finir, 3-4 conditions pour moi de facteurs clés de succès. C'est d'abord l'équipement informatique qui est la base. Le deuxième élément, c'est un peu la formation et la sensibilisation du personnel. Formation pour les agents qui sont concernés. On ne les envoie pas au télétravail comme ça, il faut les former ainsi que leurs managers. Et la sensibilisation de tout le personnel, l'adhésion et l'accompagnement du management dans tous les projets de transformation, c'est une condition clé. Et enfin, la culture digitale qui, à mon avis, peut être un facilitateur et aider. Mais comme la génération Z est en train d'entrer dans le marché, je ne m'inquiète pas pour cette culture digitale dans les organisations africaines. Merci beaucoup et je m'excuse si j'ai débordé de mon temps. Merci beaucoup à toi, Abdoul. Et c'est clair que tu as débordé. Désolé. Mais je pense que tu as la clémence des autres collègues, des autres conférenciers. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je retiens principalement que pour toi, le télétravail doit passer, on doit passer d'un télétravail forcé à un télétravail voulu. Et donc, finalement, la mise en place du télétravail dans une entreprise doit être quelque chose de stratégique pour l'entreprise. Donc, il y a des enjeux stratégiques. Mettre en place une organisation. J'ai aussi noté qu'il faut combiner travail à distance et présentiel, donc quelque chose d'hybride. Et finalement, j'ai aussi noté qu'il y a des enjeux et donc il y a des prérequis. C'est tout le système, toute l'entreprise qui devrait pouvoir s'adapter au télétravail. Merci beaucoup à toi, Abdoul. Donc, sans plus tarder, nous allons demander à Wenceslas de sa présentation. Donc, Wenceslas, je ne vais pas te mettre la pression, mais voilà, si tu peux rester dans les 10 minutes imparties, c'est chouette. Tu as la parole. Activez le micro. Wenceslas, tu me suis? Voilà, c'est bon. C'est bon. Allez, je partage l'écran. OK, ça va. Est-ce que je vais faire...
Partager. Non, non, c'est pas ça. Excusez-moi. Alors, je pense que je vais commencer. Mais là, on n'a pas ton écran, on a plutôt ton Outlook. Voilà. Ça passe pas alors, parce que là, arrêtez de partager. Est-ce que... C'est mieux là? Non, pas encore. D'accord. Permettez. Est-ce que tu souhaites que je le fasse ici? Oui, il n'y a pas de souci. Faites-le. Ok, j'essaie de le lancer à partir d'ici. C'est bon. Est-ce que vous le voyez? Il est visible? On voit le Pas bureau pour encore. l'instant. On voit Le bureau. Pas encore. Le fichier est en train de s'ouvrir normalement. Voilà, C'est en train de mouliner là. Il est bon maintenant ou pas encore? Wenceslas, est-ce que le fichier est ouvert à votre niveau? Oui, il est ouvert. Bon, ça veut dire qu'il y a un petit bug parce que nous, il est encore en train de... Le fichier est en cours d'ouverture. Il est en cours Ah, il est en d'ouverture. cours d'ouverture. Ok. Voilà. Peut-être patienter un peu. Ouais. Voilà, ça doit être bon maintenant. C'est bon? Tout. Not yet. Not yet. Ok. C'est bon. Alors, C'est bon? Non, pas encore? parce que je n'ai pas la main du tout. Oh, en fait, c'est moi qui j'ai tenté. Ok, je le lance. Mais tu peux démarrer si tu veux. Hein. Tu peux démarrer le temps que ça se... Ok, d'accord. Alors, je pense que Sandrine et Abdoul ont un peu abordé l'aspect, j'allais dire stratégique, je vais dire les retours en termes de choses. Moi, je vais essayer de présenter le cas de notre structure en termes d'expérience que nous avons pu vivre pendant les moments difficiles de Covid. D'autant plus que notre structure, la nouvelle pharmacie santé publique, que je vais présenter d'ailleurs tout de suite, se trouve être au cœur même du dispositif de santé publique de Côte d'Ivoire. Et en ce sens-là, nous avons eu recours à cette organisation hybride-là à un moment donné, et même qui se poursuit d'ailleurs, mais avec tant bien que mal de difficultés à pouvoir au fur et à mesure les résoudre pour assurer éventuellement les missions régaliennes que l'État lui a dévolues en tant que chose. Alors, sans plus tarder, peut-être présenter brièvement notre structure, la nouvelle pharmacie santé publique de Côte d'Ivoire, qui n'est rien d'autre qu'une association, je vais dire, sans but lucratif, qui a été mise en place depuis 2013 par la Côte d'Ivoire, avec pour mission essentielle de santé, service de santé publique à finalité sociale. Notamment, il s'assurait donc de garantir la disponibilité des médicaments au niveau de tous les centres de santé, la formation sanitaire, sur tout l'étendue du territoire national. Aussi, en tant que, en plus de la disponibilité, il faut aussi assurer l'accessibilité géographique, c'est-à-dire que permettre à ce que même les habitants au plus confins, dans les confins de l'intérieur puissent avoir accès aux médicaments, accès donc géographique, mais aussi financier, que ce soit à moindre coût, sur tout l'étendue du territoire national. Alors, à notre niveau ici, c'était notre effectif tournait autour de 500 personnes et plus, notamment 283 agents permanents, mais surtout aussi des agents occasionnels, puisque la partie, je vais dire, la logistique pharmaceutique à elle seule pouvait contenir jusqu'à plus de 300 personnes dans le mois, de tous les aspects de réception des médicaments, notamment les médicaments Covid. Tous les autres, j'allais dire,
modules de médicaments dans d'autres aspects, pathologies, si je peux bien m'exprimer ainsi. Alors, au niveau du contexte, il faut dire que avec l'avancée inquiétante de la COVID et son augmentation progressive des cas en Côte d'Ivoire, la nouvelle PSP avait donc décidé de mettre en place en son temps un plan de continuité d'approvisionnement, puisqu'il y avait des mesures donc, du Conseil national de sécurité. On m'entend, hein? Alors, oui, vas-y, on t'entend. OK. Et donc, il y avait un dispositif spécial pour faire continuer les activités d'approvisionnement en Côte d'Ivoire et pouvoir les acheminer dans les centres de santé. Alors, on est allé sur la base que, dans un premier temps, dans 3 hypothèses, les besoins donc, de santé publique au niveau national avec le COVID vont s'accroître. Ensuite, ce n'est pas donc parce que le COVID existe que les autres pathologies vont disparaître. Donc, les besoins essentiels aussi de services de santé ordinaires au niveau national demeurent. Et donc, les objectifs opérationnels, sinon stratégiques, de l'entente devaient être éventuellement être atteints. Et troisième élément qui venait en conséquence, enfin, disons, en plus de ces 2 autres, et surtout qui était le respect des mesures barrières, donc les mesures de sécurité et santé, qui étaient arrêtées en son temps par le Conseil national de sécurité, qui devaient être respectées par l'ensemble de la population en général, mais aussi par notre structure et son personnel, bien entendu. Alors, la problématique qui se posait avec nous, c'était le fait qu'il fallait d'abord satisfaire, autrement dit, comment satisfaire les besoins accrus de santé, de services de santé, dans le cadre de ce Covid-là, mais surtout aussi de maintenir les objectifs de santé publique en l'état, tel qu'a été défini auparavant, et tout en respectant éventuellement les dispositions sécuritaires et sanitaires qui étaient mises en place par le gouvernement. Et là, c'était une problématique qui nous permettait donc d'effectuer une analyse de notre environnement, au niveau externe d'abord, passer en revue toutes les politiques qui avaient été en son temps définies par l'État de Côte d'Ivoire, et ensuite voir à notre niveau, c'est-à-dire en interne, quelles sont, passer en revue les ressources en interne en termes de ressources humaines, ressources matérielles, et ainsi de suite, les dispositions administratives, les formalités administratives que nous avions donc mis en place. J'allais dire aussi le dispositif informatique qui existait, et voir comment est-ce qu'à partir de là, élaborer une stratégie d'organisation du travail. Il y avait aussi des risques à prendre en compte, notamment les risques de contamination du personnel opérationnel, qui sera en charge donc de la gestion de cette pandémie au niveau national. Le risque éventuellement, s'il advenait qu'une grosse partie éventuellement du personnel était touché par le COVID, comment est-ce que nous, en tant qu'un des piliers essentiels du dispositif de santé publique, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement continuer les activités? Il fallait aussi s'attendre, étant donné que par tous les sens, on en demandait des cache-nez à gauche, à droite. Et il fallait aussi prévoir qu'il pourrait y avoir peut-être des risques de meurtre, vandalisme, vol de médicaments, ainsi de suite, dans nos magasins de stockage, qui étaient aussi installés au niveau, dans certains quartiers spécifiques, notamment à Yopougon et à Bassam, et le risque aussi de notre atteinte des objectifs stratégiques de santé publique. Il y avait aussi le risque d'accroître les charges éventuellement du personnel. Éventuellement, on a assisté beaucoup à cette forte période-là, à des licenciements dans d'autres entreprises, mais convenez avec moi que dans le domaine de la santé, comme M. Abdoul faisait cas de ça, il y a certaines entreprises qui étaient obligées de pouvoir recruter en masse parce que les besoins comme nous, en termes de ressources humaines, se faisaient beaucoup sentir, compte tenu du fait qu'il fallait réceptionner assez de médicaments liés au COVID et pouvoir les traiter et les acheminer dans les formations sanitaires. Il y a aussi l'insécurité du personnel pendant les livraisons. En Côte d'Ivoire, on a assisté quand même dans certaines contrées le refus catégorique de nos agents de livraison dans d'autres centres de santé sous prétexte que éventuellement c'était des vaccins contre le COVID ou certaines populations, pas toutes bien entendu, étaient antinomie
avec d'autres, j'allais dire, cultures, bon, par rapport à leur culture, pensant qu'éventuellement le vaccin de Covid serait de l'intoxication à venir. Donc, pour eux, les produits qu'on livrait contenaient de ces vaccins. Alors, quelle est la stratégie d'organisation du travail que nous avons donc mise en place? Au regard de toutes les analyses que nous avions effectuées, nous avons mis en place le télétravail éventuellement et puis le présentiel ou l'organisation, comme on vient de dire tout à l'heure, distancielle, pour éventuellement arriver à pouvoir atteindre nos objectifs de Covid, mais aussi les objectifs antérieurs qui demeuraient à atteindre. Donc, la mise en présentiel d'un personnel qui occupait les fonctions donc dites opérationnelles et métiers. Tout à l'heure, Sandrine a brossé un aspect essentiel dans les perspectives. Il fallait aussi mettre en place un comité de suivi, ce que nous avions fait pour suivre le plan de continuité d'activité Covid de la nouvelle PSP. Donc, l'organisation était donc une organisation hybride, tant présentielle que distancielle. Alors, nous avons mis en place donc aussi un plan de continuité d'activité et nous avons pris en compte l'aspect organisationnel, le social, sécuritaire et surtout la communication dans son volet de sensibilisation, d'éducation, d'information, mais aussi de communication pour le changement de comportement. Et on s'est fait aider pas mal par les instances représentatives du personnel qui ont joué quand même leur rôle. On en reviendra sur d'autres plans de notre webconférence plus tard. Alors, les difficultés étaient quand même d'ordre opérationnel. On avait éventuellement fait des constats. Les urgences étaient beaucoup plus accrues, notamment le Covid. Notre dispositif logistique au niveau des camions de livraison était pratiquement, j'allais dire, en pâtis parce que c'était un nombre insuffisant. Il y avait déficit éventuellement de nos agents de manutention. Donc, toutes les mobilisations, enfin, les outils de travail étaient pratiquement en deçà du nombre de produits qu'on recevait. Au niveau sécuritaire, alors, on avait quand même enregistré de très faibles moyens de respect des dispositions sécuritaires par le personnel à cause de notre installation et surtout la capacité, n'est-ce pas, la capacité logistique à pouvoir accueillir tout le personnel, y compris éventuellement ceux qu'on devait recruter nouvellement, et il fallait y penser tout cela. Au niveau organisationnel, certaines personnes qu'on avait mis, j'allais dire d'agents, qu'on avait mis en télétravail, éventuellement se sentaient l'obligation de revenir travailler sur le site parce qu'ils ne s'en accommodaient pas assez. Donc ça, il fallait aussi revoir tous ces aspects. Et il y avait quand même une difficulté d'assurer le suivi des activités à distance. Notamment, M. Aboudou l'avait aussi ébauché sur cet aspect dans le cadre du mécanisme de la gestion de la performance globale et individuelle. Autant aussi, Sandrine l'avait évoqué. Alors, donc, voilà un peu à notre niveau les difficultés que nous avions eues. Les actions d'amélioration que nous avons mises en place concernaient aussi les aspects opérationnels, notamment comment fallait, même au niveau des activités présentielles, essayer d'instaurer le travail de jour et de nuit, ce qu'on ne faisait pas auparavant, et améliorer la mise à disposition des matériels et le suivi efficace de la performance journalière des équipes opérationnelles de manière à atteindre éventuellement les objectifs opérationnels journaliers. Il fallait aussi veiller et mettre en place un comité pour s'assurer du respect scrupuleux des mesures, barrières et sécuritaires et les distanciations sociales, notamment les EPI et tout cela. La redéfinition également des horaires de travail. Je crois que M. Abdoul a fait un travail très de fond en comble qui m'a donné beaucoup de satisfaction quant aux actions, j'allais dire, d'amélioration prochaine, si tel est le cas que dans cette dynamique de développement du Covid, il faille tenir compte aussi de l'aspect télétravail dans nos modes de travail au niveau de l'Afrique en général, mais surtout dans nos entreprises ivoiriennes en particulier.
Il y a aussi un aspect qu'il fallait tenir compte de ça dans l'élaboration de notre plan de continuité, c'est l'intégration des instances représentatives du personnel qui venaient vraiment nous d'appuyer dans le cadre de la communication interne, qu'il fallait revoir. Voilà en somme les expériences que nous avons pu voir au niveau de la nouvelle PSP et voilà d'amélioration. J'en ai fini. Merci beaucoup, Acteur Wenceslas. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je pense que sans transition, nous allons passer la parole à Suleiman. Mais avant cela, moi, je retiens de ta présentation que le télétravail s'est situé dans un cadre de plan d'action de continuité des activités et que finalement, au niveau de la nouvelle PSP, vous avez fait le choix le choix hybride, c'est-à-dire associer, combiner télétravail et présentiel. C'est ça. Voilà, ok. Merci beaucoup à toi. Donc, Suleiman, je pense que tu es déjà prêt là. Voilà. Bonjour Arthur, oui. Voilà. Alors donc, bonjour à tous. Donc, merci Arthur pour cette opportunité que tu nous donnes de partager avec l'ensemble des panélistes, les confrères que je salue, cette opportunité de réflexion on va dire, on est encore dans le Covid, je voulais dire post-Covid, parce que j'ai hâte qu'on en finisse et qu'on aille de l'avant. Et j'espère qu'on sortira très bientôt de cette situation qui nous a quand même amené à faire preuve de beaucoup d'agilité en tant qu'État et en tant qu'entreprise. Donc, en ce qui me concerne, je vois que mes prédécesseurs ont quand même planté le décor par rapport à la situation. Et il était question de voir comment est-ce qu'on pouvait tirer des leçons de tout ce qui s'est passé pour pouvoir mieux s'adapter et tirer profit de cette situation de télétravail qui s'est imposée à nous. Et que ce soit Sandrine ou Abdul, qui ont très bien abordé le sujet avec certains points sur lesquels je reviendrai. Moi, je dirais simplement 3 axes. Je vais privilégier 3 grands axes. Donc, une première partie sur les conditions particulières dans lesquelles nous avons été amenés à faire ce télétravail. Ensuite, on va passer sur quelques recommandations, des points de vigilance et voir quelques recommandations qui vont très certainement rejoindre celles de mes confrères. Parce que je pense que ce soit Sandrine, tout comme Abdul, et tous ceux qui m'ont précédé, ils ont quand même abordé le sujet sur les angles qu'on souhaitait tous le placer. Donc, alors, quelles ont été les conditions? Ce qui s'est passé, c'est que on a tous été confrontés à cette pandémie du Covid qui nous a amenés à repenser notre manière de travailler. Donc, la différente chose qui s'est passée, c'est qu'on est passé, le télétravail était pour nous quelque chose, on va dire, d'imposé. Les autres l'ont dit, hein, c'était une rupture brutale parce qu'il fallait pouvoir continuer à assurer nos activités, à faire fonctionner nos organisations et nos entreprises et également à préserver la santé et la sécurité de nos collaborateurs et de l'ensemble de tous les acteurs de l'entreprise, des parties prenantes. Il était très important qu'on réfléchisse assez rapidement. Malheureusement, le contexte, c'est qu'on n'avait pas, la législation en vigueur n'avait pas prévu cette situation. Donc, on n'avait pas de procédure particulière, de texte de loi en ce qui encadrait réellement cette manière de travailler. Et donc, il fallait que nous, les HR et les chefs d'entreprise, nous réfléchissions très rapidement à des solutions dans le vif. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il s'agit d'un travail qui était imposé. Imposé dans le cadre du Covid, et ça a été fait. Donc, très rapidement, les entreprises se sont adaptées. Et donc, il n'y avait pas de préavis, il fallait y aller, il fallait sauver les meubles et protéger son personnel. Et donc, certaines entreprises ont effectué ce travail-là pour les postes qui étaient éligibles à cette manière de fonctionner. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas tous les métiers de l'entreprise qu'on peut, ou tous les collaborateurs qui peuvent être éligibles au télétravail. Pour nous qui sommes dans l'agro-industrie, donc, se rend compte qu'on a là. C'est quasiment moins de 10% des effectifs qui peuvent être soumis à ce type de travail. Et il fallait continuer quand même. Donc,
ceux qui pouvaient le faire, on l'a fait avec les rotations qui s'imposaient. Donc, on y est allé. Et ce qu'on a constaté, c'est que du coup, il fallait aussi repenser la nouvelle manière de travailler, notamment dans nos environnements, dans nos foyers, et tout le monde n'était pas préparé également à ce niveau-là. Donc, les gens travaillaient tant bien que mal avec les moyens de bord. Et cette situation étant passée, il y a eu quand même quelques points de vigilance sur lesquels il fallait faire un focus pour moi. Ils ont été répétés notamment par nos prédécesseurs, à savoir les différentes modalités de travail que les gens devaient adopter sur les aspects de management. Donc, on avait un risque d'isolation sociale pour certains qui sont restés dans cette situation pendant un bon bout de temps. Il y avait également le problème de la connectivité. Parce que pour travailler en télétravail, il faut nécessairement avoir de la connexion Internet, avoir de la data et travailler à ce niveau-là. Donc, tout ça, ce sont des questions qui étaient assez nouvelles et on a pu rencontrer quand même un certain nombre de problèmes à ce niveau. Et le point qui, pour moi, le plus important, c'était vraiment l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie de famille. On s'est rendu compte, étant donné que ce n'est pas cadré et que tout le monde y est allé, on a eu beaucoup de soucis et Sandrine l'a bien relevé dans sa situation, c'est que, et aussi bien Abdul, on s'est rendu compte que les collaborateurs étaient en souffrance à tous les niveaux par rapport à cette situation bien évidente. Et c'est là où le rôle des acteurs que nous sommes devenait important et il fallait l'intégrer. Parce qu'on est dans une situation nouvelle et ce n'est pas évident pour tout le monde. Et ça restera des points sur lesquels, je pense, pour moi, il faut faire un bon focus et accompagner efficacement l'organisation et les collaborateurs sur ces différents aspects. Et un autre problème qui est vraiment fondamental, c'est le rôle des managers. Le rôle des managers, donc je veux dire le rôle de l'entreprise, sur l'accompagnement. Étant donné que c'est un cadre nouveau qui n'avait pas été défini, et j'apprécie toutes les initiatives qui ont été amenées, Abdul l'a bien retracé avec tout ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir aller vers cette nouvelle situation qui dorénavant va devenir une manière de fonctionner. Et on s'est rendu compte que ceux qui l'ont bien réussi, ce sont les gens qui sont devenus plus efficaces dans leur travail parce qu'il y a cette autonomie, cette gestion, mais la confiance qui s'est installée et sur laquelle nous devons être, mais définir en même temps des cadres de contrôle pour pouvoir s'assurer qu'effectivement, le travail est un peu fait. Aujourd'hui, on le faisait par le passé avec les commerciaux qui avaient des objectifs bien quantitatifs qui sont connus et ils sont libres d'organiser leur travail. Et tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que quand on laisse quelqu'un cette liberté d'action pour organiser son travail sans contrôle, les gens arrivent à vraiment fournir le maximum. On met juste des KPI sur lesquels on les attend et on se rend compte que c'est une bonne méthode. Donc, je veux dire, pour moi, le télétravail en cela apparaît comme une sorte d'opportunité, mais il faut que tous les managers soient accompagnés et que les collaborateurs soient sensibilisés et formés sur ces différents points. Et enfin, un autre point qui est très important, pour moi, c'est le maintien de cette cohésion donc, du collectif. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'avec l'apparition de cette nouvelle situation, il y a eu effectivement une déperdition sur tout ce qui est social. Et il est important que, quelle que soit la définition d'un nouveau cadre de travail, qu'on puisse rester focus sur ce point-là et trouver des prétextes pour qu'il y ait cette rencontre. Elle peut être virtuelle. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des allègements au niveau. La rigueur qu'on avait dans l'organisation du travail il y a quelques mois, aujourd'hui, on est en train d'en sortir. Et même les formations en présentiel, les rencontres se font en respectant les mesures barrières, bien entendu. Mais on arrive à créer ce nouveau lien qui était pour moi indispensable et fondamental dans ce que nous faisons et qui reste quand même le cœur de métier de notre activité. Donc, les HR doivent apporter de nouvelles procédures pour pouvoir mieux encadrer cette manière de travailler et puis répondre efficacement à l'amélioration des conditions des uns des autres et mettre en place sur tout ce qui concerne les modalités de travail, qui s'en charge, comment on le fait, avec quels moyens. Alors, un autre point, c'est-à-dire que des solutions qui avaient été envisagées, et là, je reprends un peu tout ce qui a été déjà dit par mes présidents, je ne vais pas m'attaquer sur ce point, mais je dis simplement en ce qui concerne le salarié, c'est d'aller s'installer dans la mesure du possible dans un espace dédié. Il faut qu'on accompagne nos collaborateurs qui doivent continuer sur cette manière de travailler
alors à les aider à créer un environnement de travail chez eux ou dans un espace qu'on peut pouvoir retrouver. On a tous les risques de coupure de l'électricité, des autres problèmes qui peuvent arriver, mais il faut les intégrer également. Je ne dirais pas qu'on irait jusqu'à installer des coupes électrogènes chacun, c'est juste une parenthèse, mais je veux dire, il faut être vigilant sur ces aspects-là si on décide d'y aller. Mise à disposition de matériel et dans quelles conditions. Et Abdoul l'a si bien relevé dans son point, qui est responsable, comment ça se fait, comment on gère ça, les aspects sur la sécurité. Donc, je parlais d'aménagement des postes de travail. Donc, pour moi, ces conditions sont fondamentales. Et puis, pour limiter surtout, penser à la santé, les risques de troubles musculo-squelettiques. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas chercher à résoudre un problème puis en créer. Et pour moi, la santé des collaborateurs reste fondamentale. Que ce soit la santé mentale ou psychologique, il faut qu'on en tienne compte. Et puis, organiser ce cadre-là en fixant des horaires qui sont plus ou moins simples, donc avec un rythme bien adapté, pour ne pas qu'il y ait une rupture voilà, dans ce travail. Parce qu'avec le télétravail, on a vu des gens qui sont restés en position de travail pendant des heures à des heures indues, surtout ceux qui sont sur des périmètres internationaux, avec des décalages horaires énormes. Et ça a pu créer des situations difficiles dans certains foyers. Il faut en tenir compte. Anticiper et planifier autant que faire se peut les charges de travail voilà, par semaine, comme je disais. Et ça reste prioritaire pour moi. C'est important. Il faut en tenir compte. Et je l'ai dit tantôt, donc garder le lien, pour moi, c'est important, que ce soit des réunions, des réunions téléphoniques et même faire des inspections sans faire une intrusion dans la vie des autres, des collaborateurs, mais il faut penser à cela. Ça peut se faire par le canal d'assistante sociale ou par d'autres personnes, même le HR. C'est de regarder comment on peut vraiment les accompagner au mieux pour les rendre encore 2 fois plus efficaces. Et enfin, il faut se renseigner donc, sur l'outil informatique adéquat et faire en sorte que cela puisse être mis à jour. Alors, comme je dis, ce qu'il faut dire, je mets 2 accents. Moi, un sur les modalités pratiques de travail. Donc, pour conclure, je suis pas... Au niveau de l'encadrement également, il y a encore d'autres aspects qu'on doit voir. Ça, c'est au niveau de l'entreprise. Donc, ce contact régulier doit se faire avec chaque télétravailleur. C'est important pour voir les retours de son expertise personnelle, ce qu'il en fait, et puis définir les objectifs qui sont ciblés, voilà, pour lui permettre d'être au mieux dans ce qu'il est en train de faire. Et puis s'intéresser tout particulièrement à la situation de ceux qui ne peuvent pas également travailler et essayer de voir s'il y a également d'autres moyens de les accompagner, former les gens, les sensibiliser. Parce qu'après, on s'est rendu compte qu'il y a certains collaborateurs qui ne peuvent pas être en télétravail, qui soulèvent des problèmes d'injustice et tout ça, c'est des problèmes à gérer. Pour moi, on n'en parle pas assez, mais c'est très important. Parce que l'autre, il est chez lui à la maison, moi, je viens travailler. Après, il y a la justice sociale et après, il faut bien expliquer aux uns aux autres et faire cette pédagogie qui va amener les uns et les autres à pouvoir l'accepter. C'est très important. Il ne faut pas le négliger, ça peut être aussi des sources de friction pour demain. Au niveau de l'entreprise, comme j'ai dit, c'est vraiment accompagner tous les managers pour les aider à réussir cette mission de soutien et de coordination de leurs équipes dans cette situation particulière et leur demander d'être vigilants et d'avoir une disponibilité accrue, parce que c'est important. Le rôle du manager ici devient double. Il doit s'assurer de la réussite de la mission de l'autre en tenant compte de ses problèmes personnels, de ses capacités à pouvoir continuer sur cette lancée-là. Et enfin, organiser, comme j'ai dit, à distance par le jeu des moyens, comme on le fait tous, hein, comment dirais-je, tout ce qui concerne la mobilisation et tous les systèmes d'information de l'entreprise. Il faut peut-être revoir tout ça pour que ça puisse s'inscrire dans un cadre, parce qu'aujourd'hui, on est appelé à continuer sous cette lancée-là. Combien de temps ça va prendre, on ne le sait pas, mais ça peut être une opportunité si on sait la saisir, mais ça peut aussi devenir une source terrible de problèmes si on ne sait pas l'utiliser à bon escient. Et c'est là qu'on regarde le législateur qui doit légiférer. Et nous, en tant qu'organisation HR, on a déjà écrit au ministre de tutelle pour pouvoir très rapidement qu'on puisse réglementer cet aspect du télétravail. Et c'est vraiment un lobbying qu'on est en train de faire, un lobbying fort pour pouvoir arriver à une situation qui va nous aider, nous les HR, à pouvoir implémenter ces systèmes de travail dans nos textes et avoir un cadre réglementaire juridique qui va nous permettre d'aller de l'avant. Donc voilà. Donc pour terminer, je vais dire simplement, il est important que nous prenions des mesures
urgentes, de mesures urgentes pour nous assurer de tout ce qui est question de sécurité et protection, la sécurité et la santé de nos travailleurs et de tous les télétravailleurs, comme tous les autres travailleurs de l'entreprise, et veiller à ce que les salariés puissent respecter certaines durées de travail. Voilà, il faut rester aussi cohérent parce qu'on est en télétravail, on doit abuser de nos collaborateurs, de nos collègues. Il faut pouvoir être regardant sur ces aspects-là pour que tout ça se fasse avec l'accord de chacun. Ça ne doit pas être un télétravail obligé, mais il faut que ça se fasse dans un périmètre bien défini avec l'accord des parties prenantes et puis faire en sorte, comme j'ai dit, le droit à la déconnexion et pour celui qui veut, et c'est très important qu'ils aient cette liberté de choix de ce qu'ils ont envie de faire. Ils doivent être également informés et puis sur les conditions idoines pour réaliser ce travail-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Donc, pour me résumer, donc, modalité de travail, oui, qui doivent être télétravail hybride, donc télétravail et présentiel. Il faut travailler là-dessus. Accompagner tout le monde, que ce soit les collaborateurs qui font le télétravail, que ce soit les managers et que l'entreprise soit dans une dynamique, qu'elle l'inscrive dans un cahier des charges et qu'elle regarde elle se sert de ce qui a été fait comme expérience pour améliorer cette situation. En ce qui concerne nous, les HR, on doit pouvoir mettre tout en place un dispositif RH pour pouvoir accompagner cette situation. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je reste, bien entendu, disponible pour d'éventuels additifs ou des éclaircissements en cas de besoin. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci à toi, Suleiman. Merci pour ta présentation. Donc, je retiens également que chez vous, donc quand je dis chez vous, au niveau de ces mois de votre entreprise, il a été question de télétravail. Tu as souligné notamment des points de vigilance, c'est-à-dire le respect, un risque d'isolement social, un risque d'hyperconnexion des différents travailleurs. L'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, ça sera un des sujets que nous allons aborder le samedi 12 septembre. Tu as également abordé la question du rôle des managers de proximité et enfin le maintien de la cohésion du collectif. Tu as dit que pour vous, le télétravail a été une opportunité et qu'il était important de garder les liens. En tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. Merci à vous, chaque expert, pour toutes ces interventions. Nous avons 20 minutes à peu près de questions-réponses et ce ne sont pas les questions qui manquent. Donc, je voudrais relayer la question de Oliver Sonju qui dit télétravail une fois par semaine. Selon vous, qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce qui est normal? C'est une question qu'il pose à l'ensemble des experts que vous êtes. Est-ce qu'il faut recommander le télétravail une fois par semaine? Est-ce qu'il y a une norme en matière d'heures ou de temps à passer dans le télétravail? Voilà. Je peux peut-être vous partager là où ce qu'on observe en France, si vous le souhaitez. Moi, j'ai insisté sur un point, c'est que le télétravail doit être pensé par rapport à la nature, au secteur d'activité, à la nature du métier, et d'où de la latitude à donner aux managers pour qu'ils adaptent en fonction des besoins. Bien sûr, il y a des principes généraux d'entreprise et de RH. Donc ça, je pense que c'est quand même, pour moi, c'est un fil conducteur qui est extrêmement important et que j'observe qui est oublié. Donc, on a des grandes règles qui sont données et qui vont mettre parfois les managers en porte-à-faux avec des négociations en disant l'entreprise, les DRH ont donné 2 jours, 3 jours, mais moi… Donc ça, faites attention, c'est un point de vigilance à avoir sur ce qui va être donné et sur les règles. Et là, on arrive à les règles, un jour ou pas. Ce que je peux vous partager comme expérience, il y a quelques années, quand on commençait à parler du télétravail en France, il y a des expérimentations qui ont été faites. Il y a 10 ans, hein, c'est vieux. 2 jours, on trouvait que c'était trop parce qu'on perdait du lien. 1 jour, c'était bien. Donc, dans les accords, on a vu progressivement 1 jour. Ce qu'on voit apparaître là et ce qui est en train de se mettre en place, c'est 2 voire 3 jours. Alors, 3 jours, c'est des gens qui sont très
expérimenter sur le télétravail, mais il me semble qu'on va trouver une moyenne de 2 jours de télétravail, en tout cas en France. Après, il y a la question de pourquoi je parle de travail hybride, pour éviter de focuser trop sur l'idée de télétravail, comme si c'était un avantage. En fait, et c'est pour ça que j'aime bien l'idée de complémentarité présentielle, distancielle, pour qu'on pense la complémentarité. Et ça implique que du coup, on peut raisonner en termes de jours d'absence ou jours de présence. Moi, manager, quels sont les jours de présence où je souhaite que mon équipe soit là pour travailler ensemble, pour faire de la cohésion. Et d'ailleurs, j'ai anticipé ce travail de cohésion, de travail collectif, de créativité, de travail transverse. Voilà ce que je voudrais apporter un petit peu sur l'idée de la règle. Et pour répondre très précisément, un jour, on bascule plutôt sur du 2 jours, et dans certains cas, 3 jours, mais ça dépend des métiers et des entreprises. C'est très important. Alors, moi, je voulais peut-être juste rajouter aussi une contribution. Je pense que un jour par semaine, etc., la question ne devrait peut-être pas se poser en ces termes, mais plutôt en essayant de voir comment adapter son organisation de la meilleure façon au télétravail. Ça peut être un jour par semaine, ça peut être 2 heures par jour, ça peut être 1 semaine sur 2. Il n'y a pas une modalité dogmatique à laquelle on répond quand on va vers le télétravail, quand on va vers une organisation hybride. Je partage. Ça dépend de votre organisation. Actuellement, je suis dans une chaîne de restauration, j'interviens dans une chaîne de restauration qui a accepté qu'on expérimente cette organisation hybride. Et il y a certains qui vont travailler 3 heures par jour en télétravail et les autres, du moment ils sont là. Il y a d'autres qui vont le faire 2 jours par semaine. Il y en a qui vont le faire, voilà. Donc, en fait, vous pouvez combiner plusieurs formules, plusieurs modalités d'organisation du télétravail en fonction de vos contraintes, en fonction des emplois que vous allez mettre en télétravail et en fonction également de la disponibilité des gens qui se mettent en position de télétravail. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a une autre réponse? C'est bon? Non, je pense qu'ils ont suffisamment peinté le décor. Hein. Il n'y a pas de règle, donc ça dépend de vos besoins, de vos objectifs, de ce que vous avez, et puis des capacités des uns et des autres à faire ce télétravail. Tout à fait. Merci. Donc, il y a Pierre Lemsa, j'espère que je n'écorche pas le nom. Il pose une question relative à la fourniture du matériel de travail, notamment la connexion Internet. Quand on sait que les connexions 3G disponibles par rechargement sont instables, il convient donc de prendre un abonnement ADSL ou fibre. Donc, sa question est de savoir, dans ce cas spécifique, qui prend en charge l'abonnement du collaborateur en télétravail. Mais je dirais que la question, la réponse doit être évidente normalement parce que c'est l'entreprise qui met à disposition le matériel de travail. Donc, pour moi, c'est une évidence. Donc, en fait, la question ne se ferait pas. C'est ce que j'ai insisté là-dessus pour dire que les modalités de travail, de télétravail doivent être créées par l'entreprise. Mais en même temps, Abdoul l'a dit, il faut maintenant définir un cadre parce qu'on a mis de la data pour faire du travail, qu'on va l'utiliser pour autre chose. Voilà le risque. Donc après, on s'entend là-dessus. On sait que si on a fourni des éléments pour faire un travail, on doit s'assurer que ce travail, l'outil ou le matériel mis à disposition est utilisé à bon escient. Donc ça nécessite la définition d'un cadre de gestion de tout ce qui est mis en place pour pouvoir aller de l'avant et être efficace. Voilà comment je répondrai à la question. Okay. Oui, moi je pense que j'emboîte dans le même pas que monsieur tout à l'heure. Éventuellement, le contrat de travail il est synalagmatique, en ce sens que le travailleur donne sa force de travail et en récompense éventuellement la structure éventuellement lui rémunère, mais c'est à la structure éventuellement de mettre en place tous les outils de travail pour permettre à ce que ce travailleur-là puisse s'épanouir, sinon pour pouvoir développer ses compétences individuelles et donner tout le nécessaire à l'entreprise pour accroître ses performances. Donc, c'est très clair que c'est éventuellement l'entreprise qui doit pouvoir développer tous ces aspects-là pour le lui permettre. Alors, une question, comme il vient de dire, il faut pouvoir encadrer tout cela pour qu'éventuellement ça ne sera pas servi à d'autres fins
qu'au travail. Là, c'est aussi l'entreprise pour pouvoir baliser tout ça et mieux encadrer ces dispositifs d'utilisation du travail. OK. Moi, peut-être avant de relayer la question de Mariam Yacoub Mahamat, j'ai une question, parce que je suis aussi participant. Selon vous, comment se fera ou comment s'est fait l'évaluation en termes de performance de vos employés en situation de télétravail? Comment est-ce que vous saviez que le travail était bien fait comme il fallait? Voilà. L'évaluation au niveau de la performance. Ben, si je peux me permettre, c'est ce que je disais tantôt dans ma présentation, cette obligation de passer du management par le contrôle à un management par la confiance. Aujourd'hui, si vous êtes en télétravail, si vos collaborateurs sont en télétravail et que vous voulez évaluer leur performance, il faut d'abord, pendant cette phase de télétravail en tant que manager, fixer des objectifs, parce qu'aujourd'hui, si vous ne leur fixez pas des objectifs par rapport à cette période-là, quand vous allez évaluer, qu'est-ce que vous allez évaluer? Vous êtes obligé d'évaluer bien quelque chose en travail. Et je pense que la clé, c'est passer à un management de la confiance, ce qui n'exclut pas une petite part de contrôle. Le contrôle ne disparaît pas. Soro l'a dit tantôt. Le manager peut, par exemple, faire des visites chez le collaborateur, s'assurer qu'il est dans de bonnes conditions, etc. C'est des choses à voir. Mais moi, je pense que c'est surtout la confiance. C'est là où on est obligé d'adopter un style de management par la confiance et par les objectifs. Oui. Sans cela, à mon avis, ça ne marche pas. Je me permettrai juste d'ajouter un point, parce que je trouve que la confiance n'est pas facile et ne se décrète pas toujours. Il faut décider. J'aime bien ce que vous avez dit. En effet, il faut fixer des objectifs. On revient sur les fondamentaux du management. C'est une énorme opportunité pour travailler son management à distance. C'est-à-dire que le management à distance demande plus de guidance. Et là, je ne suis pas dans le contrôle. Et d'un point de vue pratique, c'est vraiment être en soutien, être en guidance, refixer des objectifs et être là quand il faut. Et c'est vrai que c'est du suivi, en fait. Et puis, la confiance va se construire. Il faut encourager les managers, en effet, à oublier le contrôle, être plutôt dans la guidance, et la confiance va se construire, et ça sera le résultat, en fait. Mais c'est une opportunité de monter en compétences managériales énorme. Alors, moi, je veux juste ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit, tout en abondant dans votre sens. Je veux dire, c'est la même chose quand on vient au travail en situation normale. Les collaborateurs, est-ce que le fait d'être présent à son poste de travail, c'est quasiment la même chose. Il y a certains qui viennent au travail, mais qui sont présents physiquement, mais ils ont l'esprit ailleurs. Ils sont sur leur téléphone, leur smartphone, toute la journée. C'est des situations qu'on observe. Après, il y a quand même un plan de travail qui est donné, il y a un objectif qui est assigné avec des moyens de contrôle. Donc, c'est pour ça que j'insistais là-dessus pour dire qu'il faut simplement s'accorder sur l'objectif, sur ce qu'on attend du collaborateur et on s'en tient à ça. Si après, on a le temps de faire le contrôle et puis on observera, on verra qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. On ne fera pas le gendarme. Mais justement, c'est là où la confiance, même si elle ne se décrète pas, elle devient importante. Dans tous les cas, on a des leviers en tant que manager pour pouvoir nous assurer que le travail qu'on a confié au collaborateur est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, ce n'est pas véritablement le plus important. C'est de cadrer cet environnement-là, permettre au collaborateur en toute responsabilité de fournir ce qu'il a fourni comme attendu. On s'accorde sur l'attendu. Et puis voilà, il travaille en autonomie. Et on s'est rendu compte que même quand c'est comme ça, il y a certains qui vont très vite sur les dossiers. Après, il y a des points, il y a des réunions, il y a des choses qu'on essaie de faire pour voir un peu comment le travail avance. Voilà ce que je voulais simplement rajouter. OK, merci beaucoup. Donc, je vous promettais de relayer la question de Mariam Yacoub Mahamat. Donc, elle s'adresse à Abdoul. D'abord, elle vous remercie, tous les conférenciers, pour la clairvoyance dans vos différentes interventions. Ma question est la suivante. Vous avez donné comme conseil de songer à un plan B en cas de télétravail. Suivant votre exemple, coupure de l'Internet, qui me paraît intéressant, que recommandez-vous comme plan B? Voilà la question de Mariam. Elle s'adresse à Abdoul. Merci beaucoup, Mariam. Merci, Arthur. Ben, écoutez, sur le plan technologique déjà, le plan B, ce serait d'avoir toujours des copies de sauvegarde en local,
parce qu'on sait que quand vous êtes en connexion Internet, où il y a maintenant ce qu'on appelle le cloud, le nuage qui permet de partager des fichiers et de pouvoir les consulter de n'importe quel device, de n'importe quel appareil. Mais je pense qu'une des premières choses à faire, c'est de garder tous ces documents de travail, ces outils en mode local, c'est-à-dire l'enregistrer dans sa machine, dans un disque dur, faire des copies éventuellement dans des clés USB, etc. Ça permet en cas de bug du système ou que vous ne puissiez plus vous connecter, vous pouvez continuer à travailler en local avec votre machine sans pouvoir avoir à perdre les documents ou ne plus y avoir accès. L'autre élément, c'est des systèmes de contingence ou d'astreinte où il y a toujours des salariés qui doivent être mobilisables à tout moment, qui peuvent se déplacer physiquement et faire ce qu'il y a lieu de faire. Donc, c'est mettre en place des systèmes d'astreinte où vous savez qu'une personne, elle ne travaille pas, mais elle est disponible, elle est mobilisable à tout moment, à toute heure, pour parer à une éventualité ou un problème qui a pu apparaître. Maintenant, peut-être Arthur, peut-être Wenceslas ou Suleiman peuvent partager des expériences où ils ont vécu des situations d'urgence comme ça ou de rupture dans la connexion. Mais c'est les deux aspects que je vois. Oui, éventuellement, je voulais juste peut-être partager l'expérience que nous avions eue lorsque nous avions mis une bonne partie, pratiquement, je vais dire 35% de notre personnel qui se trouve plus dans les chaînes de valeur en caractère de support et de management en télétravail. Cette problématique s'est annoncée, en ce sens qu'éventuellement, il y a eu plusieurs personnes comme ça qui n'arrivaient pas à se connecter. Ils n'avaient pas d'abord déjà la connexion à la maison. Et même quand on leur fournissait éventuellement le dispositif, disons des clés USB Internet, ça ne passait pas par moment. Ils étaient obligés donc de revenir sur les lieux et ça impactait éventuellement toutes les mesures barrières qu'on avait mises en place et on se surprenait par moment à jouer un peu à la chasse en griffe sorcière. Écoutez, tu as assigné en télétravail et tu reviens ici et voilà, voici les risques que cela peut pouvoir se présenter à notre endroit. Ce n'était pas facile du tout parce que pour lui aussi éventuellement, il dit, mais oui, vous m'avez donné du travail, mais je n'arrive pas à travailler. Et le seul cas de moi qui me permet éventuellement de travailler et d'atteindre mon objectif, donc je reviens au niveau du travail physique, au bureau pour pouvoir travailler. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il y a lieu de se pencher dessus, éventuellement. Tabou a parfaitement raison. Notamment, on va prendre la parole peut-être pour partager son expérience. Mais nous, on a vécu ça. Et c'était vraiment un peu déconcertant souvent de voir qu'un agent qui vous appelle à longueur de journée, qui vous dit, écoutez, je n'arrive pas à travailler, ton histoire de télétravail, franchement, moi, je ne vois pas. Ton histoire, hein? Voilà. OK. Non, là, mais il nous reste 7 minutes. Vas-y. Hein? Il nous reste non, mais ça va, minutes. ça va. On a 3 questions de certains intervenants. Je ne vois pas bien, c'est Galaxy J8, donc je n'ai pas le nom de la question. Elle dit, en cas d'accident de travail, qui est informé et qui prend en charge? Peut-être un ou deux personnes. Mais je pense que Abdoul a traité la question. Hein. C'est une question qu'on a énormément posée. Je vais dire, avant d'arriver à ce stade-là, c'est d'abord de ce qui concerne toute la question réglementaire liée au télétravail, réglementaire et légal. Ouais. Donc, pour déjà arriver à un accident de travail dans le cas du télétravail, il faut que cela soit mentionné quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui, le travailleur soit... Dans le contexte qu'on a vécu, les salariés étaient contraints au télétravail sans qu'il y ait de mesures légales? Je suis d'accord. Mais ce qu'on avait dit, nous, quand on a fait justement des webinaires sur le thème, on avait demandé au DRH quand même de faire des notes en interne ou même des avenants au contrat, juste un document. Et ça permettait tout de suite de mettre le collaborateur à l'abri dans un premier temps. Pour dire qu'un tel collaborateur, il est amené, dans son contrat, on prévoit pour lui un télétravail selon certaines dispositions. Et donc, si d'aventure un accident survenait dans ce cadre-là, c'est facile à faire, à justifier. On le déclare comme un accident de travail et la CNPS
avec laquelle, qui est l'organe de la Caisse nationale de sécurité et prévention sociale, avec laquelle on avait entrepris également des discussions. Voilà le compromis qu'on avait trouvé. Donc, il y a des choses qui étaient en train de se faire. Ben, je suis d'accord avec vous. Il va falloir, c'est dans la déclaration d'accident, que tout ça sera mentionné. S'il y a un accident, vous déclarez, l'entreprise fait une déclaration d'accident pour préciser les circonstances de l'accident. Et c'est à ce moment-là, ça sera versé au dossier. Je voulais juste rajouter en complément de ce que Soro dit qu'il y a quand même aujourd'hui, il faut quand même qu'on prenne conscience que beaucoup d'entreprises prennent d'énormes risques en ne réglementant pas les conditions de mise en télétravail. Parce que beaucoup de salariés font du télétravail dans des conditions qui ne sont pas adéquates. Et il peut y avoir des situations extrêmement dangereuses, des situations d'accident qui peuvent même amener des catastrophes. Et aujourd'hui, il n'y a aucun encadrement juridique par rapport à cela. C'est en cela qu'il est hyper important, quand on va vers ces organisations hybrides, de définir très rapidement une politique de télétravail en indiquant les différentes règles, les conditions d'accès, c'est-à-dire quelle est la responsabilité civile de l'organisation qui met son salarié en télétravail, quelle est la responsabilité du salarié lui-même, parce que le salarié peut aussi se mettre dans des conditions où c'est de sa faute s'il y a un accident pendant qu'il est en train de travailler. Donc, je pense que ces aspects-là sont extrêmement importants et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont sur des bombes potentiellement, surtout en Afrique, quand on connaît les conditions de vie, les conditions de proximité, de promiscuité qu'il peut y avoir. Et il est très urgent, même si la loi n'a pas statué, même si l'État n'a pas légiféré, de mettre en place des accords internes au sein de l'entreprise pour au moins se protéger et se mettre d'accord sur les règles. Sandrine, est-ce que tu pourrais nous partager la réalité française ou européenne en matière de législation par rapport au télétravail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait? Eh bien, en fait, on n'est pas très en avance. Il y a des accords. Il y a des accords entreprises. Mais il n'y a pas de législation qui pose un cadre et de la responsabilité civile de l'organisation qui a été évoquée. Elle me paraît essentielle. Mais aujourd'hui, on n'est pas… malheureusement, on n'a pas d'exemple. On n'est pas exemplaire, je pense. Ça se questionne dans toutes les organisations. Là, on a au cœur, c'est le cœur des sujets des DRH, des organisations. Et bon, vous connaissez le poids des partenaires sociaux, donc tout va être en négociation. Tous les accords de télétravail sont renégociés. Aujourd'hui, on parle de mesures Covid. Et derrière, en backup, les DRH travaillent des nouveaux accords. Il n'y a pas de Mais dans le droit du travail, aujourd'hui, on est pauvre. Okay. Donc, en effet, n'attendons pas. N'attendez pas. Il faut que les entreprises avancent. On a des chartes, on travaille sur les chartes de télétravail, nous, on aide. Parce que ce qui est important, c'est donc d'avoir cette réglementation qui va être protectrice. Et la charte de télétravail, ou toute la communication de télétravail, c'est donner le cap, donner la finalité, comme l'a dit Abdou tout à l'heure, le terme est très bon, c'est pourquoi je le fais, pour que du coup, ça donne du sens aux salariés. Et les gens s'y investissent et se responsabilisent. Ce n'est pas du télétravail pour du télétravail. Okay. Donc voilà, j'ai peu d'éléments à apporter. Désolé, Arthur. Merci beaucoup. Donc la question par rapport à l'accident de travail, c'est une question qui provenait de Dr Idrissa Sako du Niger. Il vient juste de se signaler. Donc, peut-être une dernière question avant de vous demander votre mot de fin. La question vient de Nadia. Elle dit finalement comment installer un nouvel esprit de télétravail et garder la même efficacité dans le travail et le rendement. Alors, moi, par rapport à cette question-là, j'ai envie de donner cette réponse. C'est-à-dire, je pense que ce qui est le plus important dans cette mutation, c'est d'essayer de voir comment reproduire la réalité physique dans une logique virtuelle. Et j'aime bien certains exemples que j'entends d'Occident, où on parle de e-apéro, où on parle de e-after work, où on parle de plein de choses. Et en fait, tout ça rentre dans la logique d'essayer tout simplement de faire du copier-coller de la réalité physique à cette réalité virtuelle. Et je pense que c'est cette tendance-là qu'on doit essayer de développer. Je connais par exemple une entreprise qui s'est mise en télétravail et
qui est dans le domaine des nouvelles technologies, donc qui sont dans de l'immatériel, dans des services du troisième type. Et ce qu'elle fait, c'est qu'ils se réunissent une seule fois en entreprise, par exemple le vendredi, et c'est une méga fête. C'est vraiment la fête. Ils ne se réunissent maintenant en présentiel que pour passer un moment ensemble, rigoler ensemble, échanger ensemble sur ce qui s'est passé dans la semaine, échanger sur les informations, etc. Donc, je pense que la clé de la mise en place de ces organisations hybrides, c'est essayer de ne pas déparer trop par rapport à ce qu'on vivait dans la réalité. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent de reproduire quasiment à l'identique ce qu'on vit dans ce présentiel en mode virtuel. Et oui. Non, je voudrais... Non, allez-y, c'est bon, Sandrine. Merci beaucoup, Sandrine. Oui, moi je me permets, Abdoul, de mettre juste un petit point de vigilance sur ce qu'on a pu observer. C'est que le télétravail, quand même, c'est un petit peu un repli sur soi-même. On devient un peu clanique, voire tribal avec ses collègues. C'est-à-dire qu'on va plus facilement travailler à distance avec les collègues qu'on aime bien et qu'on a des affinités. Et ça nous ferme un petit peu en matière d'ouverture. Donc, attention en termes d'efficacité globale, c'est-à-dire qu'on va perdre l'habitude de travailler avec certains et pourtant, même… Tout à fait. Donc, il y a quand même un risque. Ça, c'est un point de vigilance que j'aimerais mettre. Mais je suis d'accord que le télétravail peut fonctionner. Hein. Et point de vigilance, c'est qu'on va se retrouver de manière clanique. On va créer des clusters dans l'entreprise, des clusters de travail. Ça va être clanique. Donc, attention à ça. Pour répondre à Nadia, j'ajouterais l'efficacité au travail et le rendement, il est important. Donc, quand on réfléchit bien à individuel et collectif, quelle est la contribution dans la performance globale? Il y a des tâches individuelles, il y a des tâches collectives. Donc, toujours avoir ça en tête. Et remettre toujours les ingrédients de la motivation, ce qu'on appelle la motivation autonome, intrinsèque, c'est-à-dire le sens. En quoi je suis utile? Quelle est ma contribution dans l'organisation, dans la chaîne de valeur? En fait, ça, il ne faut pas… À distance, on le voit moins. On est coupé, en fait, de cette visibilité-là, de à quoi je sers. Et on a eu quand même un certain nombre de questionnements sur le travail dans ce sens-là. Bon, effectivement, c'est vrai ce que tu dis, Sandrine, et c'est là où le rôle du manager prend un rôle extrêmement central, parce que c'est à lui de créer le lien intra et inter au niveau de ses équipes, et chaque manager à son niveau, jusqu'au niveau du directeur général, mais c'est vrai que c'est un point de vigilance. OK, merci beaucoup à Abdoul. Donc, j'aimerais vous donner, vous donner 30 secondes pour votre mot de fin, parce que là, tout à l'heure, à 11h30 GMT, on va démarrer une autre thématique. En 30 secondes, quel est votre mot de conclusion? On va commencer par Wassenslas. OK, merci beaucoup, Arthur, de nous avoir donné l'opportunité quand même de pouvoir faire des choses. Moi, je pense qu'après le Covid, aujourd'hui, le télétravail prend tout son sens et il apparaît par moments comme, j'allais dire, comme une opportunité à ne pas négliger pour la plupart de nos entreprises. Okay. Mais il a besoin donc d'être encadré, légiféré et surtout être bien expliqué pour que éventuellement chacun se l'approprie, parce que c'est quand même un des facteurs dans la croissance d'une entreprise, mais aussi au-delà du développement social. Merci beaucoup. Souleymane, ton mot de fin? Moi, je voulais te remercier tous les conférenciers et les confrères qui ont bien voulu échanger sur cette thématique qui est d'actualité et qui est importante. Simplement, il faut dire que ça peut être une opportunité si on sait la saisir et ça peut rester aussi un problème pour l'entreprise si on ne fait pas attention à tous les écueils auxquels on peut avoir. Merci. Donc, il faut s'y mettre et il faut aller avec tous les moyens et en associant toutes les parties prenantes. Merci. Abdoul? Merci beaucoup, Arthur. Moi, je dirais simplement que nous sommes à un moment de rupture pour moi dans la vie des organisations à l'échelle mondiale et qu'il y avait un phénomène qui avait commencé à naître avec la révolution numérique, mais qui s'est extrêmement accéléré avec l'apparition de la COVID. Et aujourd'hui, les enjeux pour les entreprises africaines, c'est de savoir est-ce que nous allons subir ce changement de paradigme ou est-ce que nous allons l'anticiper et le vivre. Et je pense qu'aujourd'hui, la COVID, s'il y a bien un avantage, c'est de nous avoir fait prendre conscience que l'organisation hybride est possible en Afrique et que le télétravail est l'organisation du futur. Merci. Sandrine?
Moi, je suis très enthousiaste par rapport à cette rupture et ces changements. J'ai parlé de recentrage sur le travail. Je pense que de réfléchir à la modalité de travail va nous permettre de recentrer sur le travail avec du plaisir et avec du sens. Et je pense que c'est ce qui va permettre de nous maintenir dans le travail. Sinon, le risque est de s'éloigner et de perdre un petit peu ce grain de sel qui est important. Je mettrai quand même juste un point de vigilance sur l'isolement. Ça, c'est ma casquette santé psychologique au travail. Le travail est protecteur. Le travail est identitaire. Donc, donc le travail de lien avec ces organisations hybrides va être très, très important. Ok. Merci à vous. Merci à Sandrine, merci à Wenceslas, merci à Abdoul et merci à Suleiman. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience. C'était télétravail, leçon d'une crise sanitaire pour mieux travailler à distance demain. Merci à vous également, chers amis, chers partenaires, tous vous qui nous avez suivis depuis YouTube, depuis Facebook et depuis également Zoom. Et voilà, donc merci pour chacun de vous. On sent que pour certaines personnes parmi vous, vous aurez intervenu sur d'autres conférences, donc on vous attend. Tout à l'heure, dans 4 minutes à peu près, on aura une autre conférence, adapter l'entreprise face à la crise, quel apprentissage pour demain. Merci de rester encore connecté et à très, très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Sandrine, juste un petit aparté, j'aurais bien voulu échanger avec vous parce que j'ai une problématique. J'accompagne aux dirigeants qui souhaitent faire un bilan de compétences. Avec plaisir. Arthur, tu peux nous transmettre mes coordonnées? Il n'y a pas de souci. Je m'en charge. Et on va échanger. Au revoir. Merci. Avec plaisir. Merci à tous pour ce partage. Merci. Au revoir.